Bonjour et bienvenue dans No Plan B Seriously, le podcast de celles et ceux qui choisissent d'avancer avec courage, de prendre soin de leur santé, de leurs équilibres et construire une vie fidèle à leurs valeurs. Je suis Suzanne Azizian, entrepreneur, consultant en stratégie et auteur de No Plan B, Renoncer au Plan B. J'ai créé ce podcast pour partager les parcours des personnes qui nous rappellent qu'une vie peut basculer, à condition d'avoir le courage de faire un premier pas. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un d'autre. Le parcours montre qu'on ne choisit pas toujours les épreuves de la vie, mais qu'on choisit toujours la manière d'y répondre. Patrice. Bonjour Patrice. Bonjour Suzanne. Alors, passionné de sport depuis toujours, il a choisi de transformer cette passion en métier. Bien sûr, il s'est formé, obtenu les diplômes nécessaires et aujourd'hui, il accompagne celles et ceux qui veulent retrouver confiance en soi, dépasser leurs limites et reprendre le contrôle de leur vie. Car finalement, dis-moi si je me trompe, le sport n'est pas seulement une question de muscles. C'est une école de discipline, c'est clair, de résilience, de confiance et parfois même une seconde chance. Aujourd'hui, nous allons parler de reconstruction, de dépassement de soi, de discipline surtout, mais aussi d'une question essentielle, une question très importante. Pourquoi n'est-il jamais trop tard pour devenir la meilleure version de soi-même? Bienvenue Patrice, peut-être que tu vas nous aider à comprendre et trouver la réponse à cette question essentielle. Merci pour l'invitation. Je te laisse te présenter par toi-même, comme tu veux, comme tu le sens, et de nous parler de Patrice avant d'être coach sportive et de Patrice d'aujourd'hui. Mais encore merci pour l'invitation. Et oui, du coup, moi c'est Patrice, je suis guadeloupéen, je viens de l'île de Guadeloupe, j'y suis né. Et j'ai commencé mon parcours professionnel par mes études en médecine, tout d'abord, et en psychologie. Wow. À côté de cela, j'ai fini par travailler avec les enfants pendant 4 ans. Mais poussé par la passion du sport, les proches aussi, et les bonnes stratégies, aujourd'hui, j'ai pu devenir l'entrepreneur, le coach sportif et créateur de contenu que je suis aujourd'hui. Voilà. Très bien. Alors, pourquoi le sport? Pourquoi cette passion que tu as choisie comme métier? Je dirais que le sport, ça m'a sauvé la vie en fait, dans le sens où, à la base, elle n'avait pas une aussi grande place dans ma vie. Mm-hmm. Mais justement, on parlait de finalement le timing pour devenir la meilleure version de soi-même. Et je dirais que moi, le timing, il a été lorsque je me suis senti au plus bas. C'est à ce moment que le sport a pris la place et a pris toute son importance. C'est-à-dire que quand j'en suis arrivé au stade de me dire « ça y est, c'est fini, il ne me reste plus rien dans la vie », eh bien, il me restait encore le sport. Je pouvais simplement sortir, aller courir et me dire « eh bien, écoute, le mois prochain, dans 1 an, peu importe, tu peux faire ton premier marathon, par exemple. Tu peux participer à ta première compétition de CrossFit. » Et c'est vraiment ce que j'espère qu'on pourra partager aujourd'hui au public qui regarde. C'est que, ouais, même quand vous avez l'impression de ne plus rien avoir, finalement, le sport peut être aussi votre bouée de secours. Et quand tu dis que tu n'avais plus rien, c'est-à-dire qu'il ne te restait plus rien, j'imagine que, bon, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Tu peux nous expliquer si tu as envie à certains degrés. Mais normalement, quand on ne va pas bien, on n'a pas la force non plus de faire du sport. Parce que de faire du sport, aller courir, ça demande la force, la motivation, un peu d'énergie. Comment tu peux dire que si, quand j'allais plus rien, j'avais le sport? Est-ce que tu peux un peu développer cette contraste pour moi? En fait, à mes 18 ans, je me suis retrouvé à la rue à cause de circonstances familiales compliquées. Et
ce jour-là, j'ai simplement été à l'université, puisque j'étais à l'époque en licence de biologie, juste après justement la médecine. Et ce jour-là en particulier, avec mes sacs, je suis simplement parti. Et en me disant, je ne sais pas où je vais dormir le soir, mais je vais y aller. Et en y allant, finalement, les concours de circonstances ont fait que j'ai pu trouver un appartement au sein de la résidence. C'est de l'ordre du miracle. Mais même en trouvant l'appartement, comme tu dis, tu te sens mal. C'est quand même quelque chose où tu ne sais pas où tu vas dormir après, les jours qui suivent. Je n'avais que 2 semaines, c'était vraiment transitoire. Mais je me rappelle, il y avait un petit terrain, en fait, dans l'université, où on pouvait pratiquer du sport au poids du corps, des tractions, des pompes. Et j'avais rien à faire chez moi. L'université s'arrête de vivre à partir de 19h, 20h, puisque ceux qui ne résident pas dans la résidence partent chez eux. Mais ce petit spot restait ouvert. Du coup, j'avais vite fait le tour des activités et vous savez, en Guadeloupe, il n'y a pas les transports comme ici en France et entre autres à Paris. Donc voilà, je suis descendu et oui, ça n'a pas été simple. Et effectivement, on n'a pas envie dans ces moments-là forcément de s'infliger encore plus d'une certaine manière de la douleur, de la souffrance au niveau musculaire. Mais ouais, c'est le fait d'avoir expérimenté cette discipline, même si tu te sens mal, bouge, qui a été finalement les prémices de ce qui m'a permis aujourd'hui d'être coach. Répétez la phrase. C'est-à-dire quelle Même phrase? si tu te sens mal, mais bouge. C'est ça. Bouge. C'est devenu un mot d'ordre. Finalement, on a tendance à penser que quand je pleure, ce qui va m'aider, c'est de me caresser, de rester statique. Et non. Ce qui va t'aider, c'est de bouger. Et tu verras que même en pleurant et en bougeant, si tu bouges et tu pleures en même temps, les larmes disparaîtront. Tandis que si tu restes sur place, elles continueront de couler. Alors, c'est à ce moment-là que le sport est devenu ta meilleure amie, on va dire? C'est ça, tout à fait, oui. D'accord. Et c'est là que tu as compris que cette fois-ci, c'est bon, j'y vais, c'est mon métier? Ou tu as juste pratiqué parce que ça te faisait du bien? Pas à ce moment-là. Vraiment, c'était... déjà, je pensais juste à survivre. De mes 18 à mes 24 ans, j'ai été dans la survie. C'est à mes 19-20 ans que je suis que je suis venu sur Paris faire mes études, poursuivre en psychologie. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai pu travailler avec les enfants. Mais jusque-là, le sport, c'était uniquement de la passion. De la passion. Et de la discipline, finalement. Discipline qui me servait dans la vie de tous les jours. Alors, je dirais que c'était très égocentré, finalement, de mes 18 à mes 24 ans, puisque à aucun moment, j'imaginais pouvoir aider les gens. Il fallait déjà que je m'aide moi-même. Ouais. C'est pour ça qu'il y a cette citation qu'on connaît tous. Si tu veux aider les autres, aide-toi toi-même, d'abord. Et c'est en passant ces premières années à expérimenter les choses dans ma propre vie qu'aujourd'hui, ça m'a rendu capable de comprendre aussi ce que l'autre en face vit et lui donner les bons outils. Alors, tu travaillais avec les enfants. Qu'est-ce que tu faisais exactement? Et c'était en parallèle des études. De tes études de psychiatrie. J'étais accompagnant éducatif, donc je travaillais en mairie. Et en fait, j'étais tellement passionné par ce que je faisais en psychologie. On étudiait le développement de la petite enfance, qu'à la base, j'étais juste en babysitting. D'accord. Dans une agence. Et la responsable ayant elle-même fait une licence de psychologie, on a fonctionné un peu par filon, je dois reconnaître. Et elle m'a fait rentrer dans pas mal de structures où à l'origine, il fallait être diplômé pour pouvoir travailler, que ce soit en tant qu'animateur à la mairie de Paris, par exemple, où il faut le BAFA. J'ai eu à travailler sans forcément l'avoir, mais uniquement par expérience, par recommandation de sa part. Pareil en crèche où j'avais le poste d'auxiliaire petite enfance, alors qu'en soi, je n'avais pas encore mon CAP-PE. Mais voilà, c'est parce que du coup, le sport m'y a appris une discipline. Elle se reflétait aussi sur mon travail, puisque j'étais aussi encouragé à mettre autant de passion et de sérieux dans mon travail. Donc, dès le début de ton carrière, tu as commencé à accompagner, à aider les autres, en gros. Oui, on peut dire ça comme ça, oui. D'accord. Intéressant. Et tu m'avais plusieurs fois répété que tu es très passionné par le développement personnel et que tu fais beaucoup de
lecture, tu lis beaucoup, tu cherches toujours à t'améliorer dans ce sens-là. Est-ce que tu peux me donner aussi des exemples de la façon que ce développement personnel et le sport se matchent à un moment donné, comment l'un aide l'autre, on va dire? En fait, j'ai toujours aimé bouquiner, mais c'est vraiment à la période charnière lorsque finalement, pour un incident personnel assez grave qui est arrivé quand j'étais sur Paris, qui m'a fait revenir en Guadeloupe, quand j'ai pris la décision de passer mon diplôme de coach, ça a été un défi. Et il y a eu un livre qui m'a accompagné en particulier, c'est « Rien ne pourra me blesser ». Can't Hurt Me de David Goggins, peut-être que tu connais, un best-seller. Et vraiment, ce livre, il m'a presque changé la vie, je dirais. En fait, un déclic. Ça a été vraiment mon déclic, ouais. J'ai expérimenté les choses et dans ce livre, pour la première fois, je retrouvais des choses que j'avais vécues personnellement. Tu vois, lorsque tu as l'impression d'être seul dans ce que tu vis, à un certain moment donné, tu dis non, mais c'est peut-être moi qui ai un problème ou ouais, je suis peut-être seul à. Bah là, dans le livre, je retrouvais des choses, des citations, des expériences de vie de la part de David Goggins, une mentalité qui était très similaire à ce que j'avais vécu. Et je me disais, mais en fait, non, je suis pas fou. Et en fait, ça tient. C'est pas moi le problème. C'est pas moi le problème, en fait, et je suis pas fou. Ça m'a rassuré. Je suis pas fou quand je me lève à 5h du mat pour aller courir. En fait, c'est une discipline. Je suis en train d'apprendre quelque chose qui a de la plus-value. Que demain, qui sait, ça peut amener les autres aussi, ça peut les aider. Donc, ça m'a renforcé aussi dans ma décision. C'est vraiment poussé par les proches, comme je disais, que j'ai été encouragé à passer le cap, tenter de passer le diplôme. Mais ouais, en fait, après avoir pris la décision, ce livre, il a vraiment été non seulement un coup de cœur, mais en plus aussi une validation d'une certaine manière. Il a sorti un deuxième livre que j'ai dévoré aussi, je le recommande, Ne cède jamais. Et puis voilà, il y en a bien d'autres, mais je pense qu'on aura l'occasion de parler des autres références. Super, donc tu penses tout le monde a besoin d'un déclic? Oui. Mais moi, je pense qu'il faut aller chercher ce déclic quelque part. Toi, tu bouquinais, tu étais ouvert d'esprit de voir dans le développement personnel, qu'est-ce qu'ils disent. Pour les gens qui sont un peu coincés, qui ne se sentent pas bien, soit par des problèmes dans la vie, par l'histoire de santé, parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent même pas faire du sport, et sport, on va dire professionnel, ou ils sont en surpoids, obésité. Comment tu peux leur dire, allez chercher votre déclic? Il est quelque part. Et comment tu peux leur dire... peut-être que le déclic est juste devant vos yeux, ouvrez vos yeux. Comment tu peux les encourager? Et à ton avis, pourquoi il y a ce genre de... Je peux pas dire... c'est pas qu'ils sont feignants, c'est pas qu'ils veulent pas sortir de leur zone de confort. Peut-être ils ont pas ce courage ou confiance en soi. Peut-être qu'ils pensent que c'est trop tard. Soit ils sont tellement en surpoids qu'ils peuvent même pas bouger. Ou qu'ils pensent que à cause de leur âge. Ou que ça dépend beaucoup d'argent. Ça demande beaucoup d'argent. Je sais pas. Ils se créent des obstacles. Quelle est ta recommandation à ce type de profil? Ma recommandation, c'est vrai que certaines fois, c'est la vie qui va vous mener à la discipline. D'autres fois, c'est vous qui aurez le désir ardent d'arriver à la discipline. Je dirais que ce qui est le plus difficile, qui peut paraître paradoxal, ça n'est pas mon histoire, c'est la vôtre. Celle où finalement la vie, certaines fois, vous offre le confort, la stabilité. C'est là où c'est le plus difficile d'arriver à la discipline. Et pour moi, ce sont les personnes qui me font ressentir le plus de respect. Parce que, effectivement, c'est le plus compliqué. Pour y arriver, c'est simple, il faut, comme tu disais, d'une certaine manière, se mettre en danger, en fait. Ça peut être soit par un investissement, et en 2026, on entend beaucoup investir en toi-même, mais en réalité, on achète une formation à 2 000 ou 3 000 euros, je sais pas quoi. Non. On parle d'un investissement réel sur soi-même. Ça peut être investir dans une salle de sport proche de chez soi, même si elle coûte un certain prix. Là où j'aurais investi cet argent dans de la malbouffe, par exemple, dans l'Uber chaque semaine, donc je mets cet argent maintenant pour la salle. Et j'ai pas le choix.
aller à la salle, il y a des formats d'engagement. Et les salles mettent en place ces systèmes-là. C'est marketing, c'est vrai, mais c'est quelque chose que je recommande parce que ça peut vous aider aussi. En vous engageant sur un an, les prélèvements, ils passent dans tous les cas. T'as pas le choix. Et tu vas pas te dire, je vais pas aller à la salle, puisque là, j'ai la flemme. En fait, le prélèvement, il passe. Et quand tu vois que tu payes, admettons, 50, 70, même certaines fois 100 euros pour rien, crois-moi que ça te fait bouger. Ça peut être une décision comme celle-là qui peut créer le déclic. Être accompagné aussi, pourquoi beaucoup de personnes prennent un coach. Pour ça aussi qu'on arrive à travailler ensemble, d'ailleurs aussi. Ça peut vous aider. D'avoir quelqu'un qui est à côté de vous pour vous accompagner, c'est important. Moi, par exemple, ma communauté, ils n'en ont pas conscience, mais ils sont tous mon coach personnel. Parce que je prends plaisir certaines fois à annoncer des choses sur les réseaux et ça m'oblige à devoir tenir ce que j'ai dit. Là où j'aurais été seul, tu vois la logique un peu. Oui, quand je dis en story, par exemple, je vais reprendre ma préparation pour mon prochain Aerox et que je vois que cette semaine, je me suis laissé déborder par le travail, je ne me suis pas suffisamment entraîné, je ne me dis pas « Ah non, c'est normal, tu travailles beaucoup, tout va bien. » Non, je me dis « Écoute, tu l'as dit, tu n'as pas le choix, donc tu dois le faire. » Tu as pris un engagement, ouais. Tu l'as pris un engagement, donc tu le fais, tu t'organises, c'est tout. Et donc, ça peut être une méthode aussi. Donc là, je pense que ça peut être déjà de bonnes choses qui peuvent aider tout chacun à passer le cap, quoi, vers la discipline. Mais pour toi, tu penses que là j'ai besoin de ton avis d'expert. Est-ce que tu penses que on va dire les obstacles ou les limites type l'âge, l'obésité ou certains handicaps, est-ce qu'ils peuvent être vraiment bloquants ou non? À tout moment, on peut commencer, à tout moment, on peut... Avec la situation qu'on a, on peut, voilà. Bon, bien sûr, avec un avis médical derrière, parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Oui. Mais est-ce que tu penses vraiment qu'il y a un obstacle pour dire non, moi, je ne peux pas faire du sport? En fait, ce n'est pas seulement de faire du sport, c'est moi, je ne peux pas prendre soin de moi-même. Et d'ailleurs, revenons, avant de continuer sur ça, parce que tu as dit un truc qui était intéressant, d'investir sur soi-même. Moi, j'avais quelqu'un, j'ai adoré cette conversation avec quelqu'un qui disait, oui, il y a en 2012, quand les gens me demandaient, il faut investir sur quoi? Moi, je leur disais, monnaie digitale, Bitcoin. Aujourd'hui, si on me demande d'investir sur quoi, je dis sur votre santé, sur vous-même. C'est très, très... c'est une recommandation très forte et qu'on revient sur ce que tu as dit. Bon, ma question, c'est que avec un avis médical, est-ce que tu penses que tout type de situation, profil, peuvent commencer à un moment donné à prendre soin de soi ou investir en soi-même, ou il y a vraiment des blocages qu'on peut dire que non, cette personne, c'est mieux qu'elle bouge pas, on va dire. Il n'y a rien d'impossible. Et ça fait partie des pensées que j'ai développées avec le temps, et même en parlant autour de moi, beaucoup de personnes ont eu à me prendre pour un fou ou ont eu à me qualifier de quelqu'un d'extrême. Mais Alexandre le Grand lui-même le disait, rien n'est impossible à celui qui essaie. Il y a cette autre citation en anglais, cette fois-ci, qui dit « Nothing is impossible. The word itself says I'm possible. » Impossible. Bah oui. C'est vrai. Hein? En gros, la traduction, c'est... Impossible. C'est ça. La traduction, c'est, en fait, rien n'est impossible. Le mot lui-même le dit. Je suis possible. En fait, tout est une question de choix. David Goggins, aussi à travers son expérience, l'a montré. C'était un homme en obésité morbide, quasi morbide. Ouf. Et un jour, il a décidé de sortir de chez lui et d'aller courir. Il n'a pu faire que 400 mètres. Au bout de ces 400 mètres, il a fait un malaise. Donc, il a dû rentrer chez lui après. Mais le lendemain, il s'est dit, OK, cette fois-ci, je vais faire, 450 mètres. Le lendemain, 500 mètres. La semaine d'après, 600 mètres. Jusqu'à ce qu'il fasse, à l'heure d'aujourd'hui, des ultra-trails de plus de 300 de kilomètres. Et aujourd'hui, voyant son physique, on n'aurait jamais dit que c'était un homme qui était obèse à la base. Et c'est tout son état d'esprit. Il a même reçu des prix pour cela.
étant déclaré parmi les Navy Seals l'homme le plus fort en termes de mental du monde. Bon, les Américains sont très dans le too much, mais oui, tout ça pour dire que non, il y a pas de situation qui soit réellement impossible à surmonter. Et c'est quelque chose que je crois aussi fondamentalement. Même après avoir été hors de chez mes parents à partir de mes 18 ans, ici même sur Paris, je me suis retrouvé aussi à dormir dans le froid. Ne pas savoir où je dormirais le soir, me retrouver encore à la rue pour encore des difficultés familiales. Mais aujourd'hui, je suis là. Sans être habillé comme un SDF, en tout cas, je l'espère. Because you are possible. C'est ça, puisque en fait, avec l'aide de Dieu aussi, je crois qu'on va peut-être parler de croyance, de foi, non pas simplement de chrétienté ou autre. Ça peut être le bouddhisme, ça peut être l'univers, ça peut être une force supérieure. En fait, je crois réellement qu'avoir son équilibre, sa routine, sa foi en soi-même peut-être même aussi, est important. Et c'est ce qui m'a guidé aussi durant toute ma vie. Tu sais, dans l'esprit de renoncer au plan B, quand j'ai commencé à parler sur le premier livre, mon idée, c'était de dire, osez. Si vous avez un rêve, il faut avoir l'audace d'aller réaliser ce rêve. C'était très bien. C'est cool. Oser, aller, bouger. Si on a une finalité, il faut atteindre la finalité. Mais aujourd'hui, avec un peu de recul, j'ai dit oser. Je reste sur ma position. Mais de plus en plus, je suis en train de dire oser, mais faites attention. Oui. Oser, mais pour pouvoir arriver à votre objectif, à votre finalité, réaliser le rêve, il faut aussi durer. Sur le temps. Sur le temps. Et pour durer sur le temps, on a besoin de notre santé physique et mentale. Tout à fait. C'est pour ça que de plus en plus, que ce soit qui me concerne moi-même personnellement, mes entourages, mais aussi tous les gens avec qui je suis en contact, qu'on s'entraide, quoi. On appuie de plus en plus fort sur côté équilibre, santé. On dit parfois, oui, on était il y a quelques épisodes auparavant, j'avais le plaisir d'avoir une discussion avec Christelle, qu'elle est championne de bodybuilding. Je pense que tu l'as vu l'épisode. Oui. Elle disait, on a parlé de un peu le truc, le fameux truc de no pain, no gain. Ouais. Et elle disait, justement, c'est un douleur, c'est le douleur qui est bien, et c'est un douleur qui est agréable, voilà, ce que j'allais dire. Ouais. Mais comme tu as très bien dit, douleur, de toute façon, existe. Maintenant, quel type de douleur on choisit? Donc, c'est très important de penser à soi-même. C'est très important, et d'ailleurs... je t'avais dit, j'ai commencé le deuxième. Moi, je l'annonce aussi parce que comme ça, j'ai un engagement, je dois le finir. Mais j'ai commencé aussi le deuxième tome de série Nos plans B. Et cette fois-ci, premier livre, c'était de oser, bouger, partez. Là, ça va être durer. Oui. Et ça se marie exactement avec le mindset de garder l'équilibre, garder contrôle de sa vie. Et voilà, parce que de toute façon, moi, je ne pense pas qu'il y a une seule personne dans la vie qui n'a pas des rêves, qui ne veut pas réaliser des rêves. Maintenant, des rêves possibles ou impossibles. Parfois, comme on dit, tout est possible. Mais c'est très important de tenir sur la durée. De tenir, et tu as dit très bien aussi, d'abord, il faut qu'on prenne soin de soi pour pouvoir prendre soin de nos objectifs, de nos rêves. Est-ce qu'aujourd'hui, maintenant que tu es en train d'accompagner les personnes à reprendre cette confiance en soi, à reprendre l'équilibre dans la vie et tout ça, est-ce que c'est un défi pour toi aussi? Parce que parfois, j'imagine qu'il y a des gens qui perdent un peu de contrôle, qui s'énervent sur toi peut-être, qui en ont un peu marre, qui
que discipline leur fait un peu de mal. Est-ce que tu as ce genre de situation et comment tu le maîtrises, comment tu peux les conseiller à rester calme, à continuer, à ne pas lâcher? Parce que l'histoire de salle de gym, c'est très bien ce que tu as dit, l'engagement. Mais tu sais, moi, c'est mon métier. Je fais beaucoup d'études de marché et qui disaient que la plupart des salles de gym, leur business model, c'est qu'ils gagnent l'argent sur les abonnements que les gens n'utilisent pas. Oui. C'est-à-dire que la plupart des abonnements, les gens viennent une fois, 2 fois, semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, après ils disparaissent. Ouais. Pourquoi? Comment ça se fait? Et comment on peut éviter de plus en plus... voilà, si tu peux un peu nous parler de tes expériences, de la façon que toi tu vois ce genre de situation, peut-être. Oui, j'ai rencontré beaucoup ce cas-là. Dans la première salle où j'ai travaillé, je ne citerai pas forcément le nom, mais ceux qui connaissent savent. Effectivement, on a même mis en place avec les commerciaux les appels finalement de ces clients en question, qu'on ne voyait pas beaucoup. Ça faisait partie des tâches quotidiennes pour les encourager à venir et rentabiliser finalement leur investissement. Je dirais que quand on arrive à ce stade où plus de 6 mois passent et on ne rentabilise pas son achat, même moins de 6 mois, puisque 6 mois, il est déjà quasi trop tard. Je pense que c'est à ce moment-là où il faut prendre conscience que j'ai besoin peut-être d'être aidé ou d'être accompagné. Parce que, tout comme nous-mêmes en tant qu'entrepreneurs, il faut savoir bien s'entourer pour pouvoir tenir sur la durée. Et c'est quelque chose que j'ai retrouvé dans ton livre. En fait, en lisant le titre « Nos plans B », renoncer au plan B, en le commençant, je me suis dit, bon, il y a beaucoup de livres de développement personnel où on retrouve un peu la logique du « no pain, no gain ». Mais en réalité, c'est quelque chose que je vis aussi. J'aurais plus dit « no passion, no gain ». Donc, c'est-à-dire que si tu ne prends pas plaisir à faire ce que tu fais, tu ne tiendras pas réellement sur le temps. Et donc, c'est pareil. Quand tu bosses, quand tu entreprends un projet, tu vois que tu ne tiens pas sur la durée, entoure-toi de personnes qui y arrivent et prends les conseils. Des personnes avec qui tu vas aussi finalement partager cette passion que tu as à l'origine. Et si tu as pris cet abonnement à la salle, c'est bien que tu aimes le sport au minimum. Ouais. Tu veux pratiquer le sport au minimum. Eh bien, entoure-toi d'une amie peut-être qui... C'est pas forcément de coach à 500 € le mois ou je ne sais quoi, non. Un coach qui va débuter sa carrière ou un coach qui sera à l'écoute de tes finances, c'est le cas, et qui s'adaptera aussi à tes possibilités. C'est pour ça que moi, c'est quelque chose qu'on rencontre rarement dans le métier, mais que je propose à mes clients. J'écoute leurs possibilités, leurs besoins, et ensuite, on adapte. Ça peut être autant le coach que l'ami aussi qui va tout le temps à la salle, le frère qui va tout le temps à la salle. Moi, la première fois que je suis rentré dans une salle de sport, c'était avec mon cousin, qui lui y allait tout le temps, et moi, j'avais peur. Parce que du coup, les machines, je m'y connaissais du tout pas. Bon, j'étais tout fin comme ça, je me sentais un peu mal dans ma peau. Se faire entourer, ça peut être une clé finalement pour y arriver, ouais. Et reconnaître que j'ai besoin d'aide, ouais. Et avec tes clients ou les gens que tu accompagnes, comment tu vis cette situation que tu sens qu'ils sont sur le point de lâcher, de ne plus revenir ou d'abandonner ou comment tu peux les encourager à dire après je pense et c'est vrai que tu peux le faire à certains points, mais c'est la personne qui doit vouloir pour revenir. Bien sûr. L'entrepreneur type a la logique selon laquelle il faut harceler ton client jusqu'à sa mort. J'ai entendu cela sur les réseaux, mais je ne suis pas vraiment d'accord avec. J'insiste, j'encourage beaucoup, je suis très présent, même peut-être trop des fois. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas eu de plainte à ce propos, que des remarques comme quoi je n'ai eu aucun client qui est parti déçu, quoi. Du fait que je n'ai pas été présent. J'ai même eu pour l'anecdote un client qui m'a payé 75 € de l'heure, mais qui n'a pas... Je lui ai fait un programme, la totale. Une fiche nutrition, enfin vraiment la totale. Je voulais l'appeler 3 fois dans la journée, même s'il s'agissait que d'1 heure de coaching, c'était pour une préparation à un test. Et bien finalement, ce client a voulu faire sa séance en autonomie. On n'a fait qu'un call, finalement, un seul calling dans la journée. Et à la fin, en passant ce test,
il a fini par me dire, écoute, coach, tu as vraiment été présent, j'ai vu que tu as tout donné, c'est moi. Donc, je te remercie et sache que tout ce que tu m'as donné m'aidera à poursuivre et ça me marquera pour le restant de mon expérience. Donc ouais, il faut être présent, c'est vrai, mais il ne faut pas harceler la personne. Finalement, c'est comme ça qu'elle sera déçue. Sois présent juste au stade de te dire que toi, tu as tout donné pour cette personne et qu'elle le ressente et même si elle, à un moment donné, elle, entre guillemets, abandonne, déjà, il ne faut jamais être dans le jugement, mais c'est son choix. Qu'elle ait conscience autant que toi que c'est son choix. Et toi aussi, tu dois accepter, écoute, c'est son choix, lâche prise. Et elle aussi, elle saura aussi en toute connaissance de cause que ça a été son choix et qu'elle est partie d'elle-même. Et qu'elle a mis en stand-by, on va dire. Je connais aussi des clients qui sont partis, mais qui ensuite sont ensuite revenus et des années, des mois après. Donc voilà. Est-ce que tu es d'accord sur le fait que santé physique aide beaucoup santé mentale? Ah, mais c'est à 100% relié. Sans mental, il n'y a pas de santé physique. Sans santé physique, il n'y a pas de mental. Les deux sont reliés, selon moi. Ça ne se disjoint pas. Le mental joue directement sur... en fait, un athlète qui s'entraîne depuis des années, on retrouvera toujours de la discipline chez lui, d'une certaine manière ou d'une autre, même si c'est un fêtard, même si vous avez l'impression que c'est un fêtard. C'est juste son lâcher prise à lui. Moi, c'est la musique. Ça va être la méditation, par exemple. Lui, c'est juste d'être fêtard. Mais il a quand même une discipline qui fait que quand il se fixe cet objectif-là, prenons Noah Lyles, par exemple. Noah Lyles, c'est un showman. Le mec, il saute, on a l'impression qu'il est foufou dans sa tête. Il fait limite de la prestation, du show. Il aime trop la sape, comme on dit. Il aime bien s'habiller. Mais c'est un gars discipliné. Et ça se ressent. Donc, pour moi, c'est relié. Ça ne se disjoint pas. Donc, on a parlé de discipline. Toi, tu mets beaucoup d'accent sur discipline, sur la résilience. Mais qu'est-ce que tu en penses de persévérance? Parce que, je vais t'expliquer. J'ai vu beaucoup de cas. Bon, la personne voulait perdre du poids, voulait avoir un peu de muscle, voulait devenir sportif. Une fois arrivé à l'objectif, commence à lâcher petit à petit. Que ça soit sur la bouffe, que ça soit sur les fréquences de venir faire du sport ou autre. Comment tu peux dire, OK, tu as perdu, je ne sais pas, 20 kilos, 10 kilos, 30 kilos, 50 kilos que tu voulais. Maintenant, tu n'es plus obèse, tu es en forme. Est-ce que tu as eu des gens aussi qui sont partis après avoir atteint leurs objectifs? Les gens qui sont restés, les gens Alors, ma question peut être, comment faire pour que l'objectif de perdre du poids, de prendre soin de sa santé devienne un lifestyle, un style de vie, plus que atteindre un objectif. C'est-à-dire que moi, par exemple, à chaque fois que je voulais faire un régime, je prenais un régime de 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, plein de méthodes de régime, je sais pas, keto, machin, blablabla. Et voilà, que ce soit avec un nutritionniste ou autre, Weight Watcher, ou je sais pas, en ligne ou offline. Mais rarement, ils nous disent que c'est pas seulement l'histoire de régime, c'est l'histoire de changement, le mode de ta vie. De savoir qu'à tout moment, comme tu as dit, même si tu es un fêtard et que tu veux te décompresser de temps en temps, mais de revenir sur cette discipline de « OK, je continue avec un autre mode de vie, une méthode de vie, un lifestyle que maintenant j'ai choisi. » Parce que c'est dans l'objectif de prendre soin de ma santé à vie. Pas seulement pour perdre des kilos ou pour avoir un peu de muscle ou être en forme physiquement, non. Là, qu'est-ce que toi, en tant que coach, expert, comment tu peux en parler de ça, donner des exemples, anecdotes, ou de nous dire, écoutez, réveillez-vous, c'est pas seulement arriver à certains points, c'est de garder et de changer le mode de vie. C'est là la différence entre l'état d'esprit, je le fais même si ça fait mal, et la différence avec l'état d'esprit je le fais jusqu'à ce que j'aime ça. Je le fais pour chercher une passion. En fait, je le partage à tous mes clients. J'ai par exemple une cliente, une jeune fille, qui est arrivée déterminée. Elle arrive à 124 kilos. Elle veut perdre au moins 10 kilos du coup pour le mois.
et poursuivre jusqu'à arriver aux 90. Et elle arrive des terres, elle me dit, OK, moi c'est la salle, 5 fois par semaine minimum, voilà. Je lui dis, OK, qu'est-ce que tu aimes faire? Et je la vois un peu troublée. Comment ça? Non, c'est pas ce que j'aime faire qui compte. C'est ce qu'il faut faire. Moi, tu me dis juste ce qu'il faut faire et je sais que ça va faire mal. Je souris, je lui dis, non, t'as pas compris. Qu'est-ce que tu aimes faire, dis-moi? Elle m'a dit, OK. En fait, je joue au basket et j'aime trop ça. J'ai dû arrêter. Et puis, j'aime bien le volley aussi. Donc, je lui ai dit, OK, on va travailler de sorte à reprendre le basket et de sorte à reprendre le volley. Et là, elle était aux anges. Elle ne croyait pas ses oreilles. Pour l'anecdote, ces échauffements, j'ai acheté une balle de volley pour l'occasion. Eh bien, on se lance la balle, tout simplement. C'est déjà un bon début, tout en la maintenant en sécurité. Mais tout ça pour dire que c'est quand on prend plaisir que ça devient réellement, finalement, un mode de vie. Et que oui, on n'y réfléchit même plus. Aujourd'hui, c'est le sport, c'est pour ça que je disais que c'est vraiment ma bouée de secours. C'est devenu un mode de vie. Parce que sans le sport, ouais, je vrille. les moments où je sens que ça va pas, ouais, je pars m'entraîner. Et c'est pas forcément qu'à la salle. Si vous aimez danser, tu mets un son sur la télé dans le salon, tu te poses le tapis ou même juste comme ça et tu danses pendant 30 minutes. Comment tu vas transpirer? C'est du sport que tu as fait. Ouais. Tu as les escaliers au lieu de l'ascenseur que tu prends en montant à la maison. Tu as fait du sport. Des petits gestes, des petits mouvements. Gestes on se met trop de pression, en fait. Ouais, c'est ce qui fait qu'on n'arrive pas à... C'est vrai. Le sport est devenu, il faut que j'achète des matériels, il faut que je m'inscrive, il faut que j'aie un coach, il faut que je fasse ci. Il faut que ça fasse mal. Non. Il faut que ça fasse plaisir. C'est ça, exactement. Très intéressant. Alors, une autre question, on l'entend dire, et j'ai peut-être eu à un moment donné tendance de le faire aussi. À chaque fois, on dit, OK, là, je suis en vacances. Ouais. Là, c'est la fête. Ouais. Là, je sais pas, je me sens... Ça, c'est le stress, ça, c'est les examens, je sais pas. J'ai un rendu projet, machin. Je commence lundi. Je commence début du mois. Je commence... Je commence quand j'aurai le temps. Je commence, je sais pas, après les vacances, je commence. Pourquoi on retarde tout le temps? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut? Moi, par exemple, le matin, un jour, quand je commence à manger n'importe quoi, le malbouffe, j'arrive pas à m'arrêter au milieu de la journée. Il faut que je finisse la journée avec le malbouffe pour être tranquille. Mais pourquoi? Qu'est-ce que tu peux me dire? Non. Tu as mal bouffé le petit-déj, c'est pas grave. Commence à partir de déjeuner. Ne mange rien le soir. Ouais. Pourquoi on doit toujours avoir un timing, je sais pas, un début de quelque chose pour commencer ce quelque chose? Ça, c'est une sale habitude que je retrouve même chez moi et que j'essaye aussi de supprimer. Même quand on acquiert la discipline, c'est quelque chose qui reste. Après, bon, j'ai envie de dire, c'est presque la nature humaine. Mais il faut quand même, certaines fois, se poser cette discipline. Et c'est là où, finalement, le mot discipline revient. La discipline réside en ce fait du contrôle de ces instants où on veut lâcher prise et remettre à après. Oui, certaines fois, c'est important de savoir quand. Enfin, savoir remettre les choses à un peu après. Financièrement, c'est plus sage, certaines fois, que de prendre ce coaching au début du mois, que de le prendre là tout de suite aujourd'hui, on est en plein milieu, j'ai pas encore fait les courses, j'ai pas encore tout réglé comme charge ou autre. Oui, certaines fois, il est plus sage de remettre un peu après. Mais d'autres fois, il est essentiel de mettre à tout de suite. Et c'est quelque chose que même moi, dans ma vie de tous les jours, je m'impose. Il m'arrive de procrastiner comme tout le monde. Et je procrastine. Mais il y a un moment phare où je me dis, OK, stop. Là, tu le fais. Et il y a un très bon livre que je recommande aussi, The One Thing. Et dans ce livre, il est dit, répète-toi la question, quelle est la chose essentielle que je puisse faire tout de suite qui rendra le reste plus facile ou même inutile. Et c'est ce qui fait que même en tant qu'entrepreneur, on peut être débordé par les tâches, mais en se répétant cette question, je te donne aussi le tips, tu verras que tu réussiras toujours à tenir un minimum tes engagements.
Tu seras jamais trop dans le rush. Et si ça peut arriver, puisque ça arrive toujours, eh bien, tu te rattraperas assez vite sans te laisser déborder par le sentiment, tu sais, la frustration de ne pas avoir fait plus tôt. En te posant cette question sans cesse, quelle est la chose essentielle que je puisse faire tout de suite qui rendra le reste plus facile. Ou même inutile. Dans ce livre, il donnait ce conseil-là, cette méthode, elle me suit depuis que j'ai lu le livre et ça doit faire 1 an que je l'ai terminé. Et ouais, depuis, ça ne me quitte pas. C'est une citation vraiment qui ne me quitte pas. Et jamais en pratique, qui est incroyable. Donc voilà. Très bien. Écoute, peut-être une dernière question sur toi-même. Alors aujourd'hui, tu t'épanouis avec le métier que tu fais parce que tu aides les autres et que tu vois leur transformation, leur changement, leur amélioration. Oui. Et est-ce que tu te demandes pas parfois, maintenant, si je continuais mes études et qu'aujourd'hui j'étais un psy aussi à aider les autres, alors le Patrice en psy et Patrice en coach sportif, c'est lequel que tu préférais? Ce sont des événements personnels et une personne aussi, un proche qui me l'avait dit. Être psychologue, c'est pas rien. D'ailleurs, respect à tous les psychologues. Je sais pas s'il y en aura qui vont regarder. Parce que cette personne, entre autres, c'est en psychologie, m'avait dit, tu sais, il faut faire gaffe. Quand tu es psychologue, tu dois pas être une éponge. Et tu es une éponge. Fais attention, tu dois faire un travail sur toi. Et ça, c'est l'hypersensible. L'hypersensibilité amène à prendre tout, un peu comme une éponge et tout garder. La souffrance de l'autre, je vais la prendre et la faire mienne. Et aujourd'hui, j'ai pu avancer, évoluer sur ces choses-là. D'une certaine manière, dans mon métier de coach, ça m'aide à comprendre mon client, comme je le disais. Mais c'est autre chose. Je ne suis pas confronté à toute la négativité perpétuellement en soi, puisque mes clients arrivent frais, ils veulent faire du sport, ils sont motivés, ils sont motivés, voilà. Là, le psy, il prend toute la charge négative. Et je crois que, finalement, à l'heure d'aujourd'hui, je pourrais dire que je préfère le Patrice coach. Pas de regret. Pas de regret, non. Que le Patrice psychologue. Peut-être après, qui sait, je vais reprendre la licence, mais voilà. Non, voilà. Aujourd'hui, je vais dire que je suis pleinement épanoui dans mon métier, ouais. D'accord. Très bien. Bon, écoute, est-ce que tu as un conseil encore à donner à les gens qui nous écoutent aujourd'hui, que ce soit un peu dans le mindset de renoncer au plan B, votre zone de confort, votre un peu trop de tranquillité de trop, ou un conseil tout simplement en tant que coach sportif qui pense et qui aide les gens à prendre soin de leur santé physique? Le dernier conseil, ce serait de nourrir votre corps, nourrir votre esprit plutôt, votre mental, autant que votre corps. De la même façon que si je ne mange pas, je tombe malade, eh bien si je ne nourris pas mon mental, il sera malade aussi. Donc, en lisant des livres aussi bien écrits que celui de Suzanne, que je lis aussi d'ailleurs, en parallèle, et qui m'accompagne dans mon métier, n'hésitez pas à vous instruire et ça vous aidera. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Patrice. Qu'est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? Non, c'est tout. Je pense qu'on a fait le tour. Bon, écoutez, super. Encore un grand merci. Ta présence aujourd'hui nous a rappelé une chose très essentielle. Que le changement ne commence pas dans une salle de sport, comme tu viens de dire. Le changement commence dans une décision. La décision d'arrêter de remettre à demain les choses. Une décision d'accepter l'inconfort pour construire quelque chose de plus grand. Exact. Parce que, comme tu l'as dit, une transformation physique est suivie par une transformation mentale. Exact. Et la discipline finit toujours par dépasser la motivation. C'est très important, la discipline. Peut-être qu'on ne le souligne pas assez dans notre vie au quotidien, mais tu nous as rappelé que la discipline, dans la discipline, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas manque de temps, il n'y a pas des circonstances de la vie qui décident pour notre avenir. C'est la discipline. Et c'est le choix que nous faisons aujourd'hui qui va nous ramener à ce qu'on va devenir demain.
Encore merci pour ton authenticité, ton énergie, tes conseils. Je suis sûre que c'était très inspirant aussi pour tous les gens qui nous regardent, qui nous rappellent aussi que notre corps est capable beaucoup plus de ce qu'on pense, de ce que notre esprit est en train de nous faire croire. Le plus difficile, c'est de pas commencer. Le plus difficile, c'est de commencer et de dire que cette fois-ci, je ne veux pas abandonner. Donc, la résilience, la discipline, la persévérance, le courage, et c'est tout ce qu'on souhaite pour tout le monde et qu'on se rappelle à nous-mêmes d'abord. Et voilà. Et encore un grand merci. Et merci à vous d'être présents avec nous. Si vous avez des questions pour Patrice, pour nous, vous savez où nous trouver, www.noplambs.site, et au plaisir de vous retrouver dans un prochain épisode. Merci beaucoup et surtout, No Plan B, seriously.